Zouk Télévision, bonjour, merci, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf? Aujourd'hui, je reçois Monsieur Alex Bonvent, qui a été pendant très longtemps dans le cadre bancaire, j'ai envie de dire ça comme ça. Il a travaillé à l'IEDOM, ensuite dans différentes banques peut-être de la place, il va nous parler de tout ça. Mais c'est surtout parce que Monsieur Alex Bonvent est un formateur et je sais que les jeunes aujourd'hui cherchent à savoir comment développer une prochaine activité au lieu de partir peut-être vers l'extérieur. Et c'est en ça que je vous remercie, Monsieur Bonvent, d'être venu à Zouk Télévision pour nous donner quelques informations sur les métiers de la banque. Comment entrer dans une banque qu'on est jeune, qu'on a envie de bien s'habiller avec la cravate et tout, c'est tout. Donc voilà, merci Monsieur Bonvent d'être avec nous. Ben, merci de m'avoir invité, c'est un réel plaisir, et puis c'est un réel plaisir réellement de revoir Emmanuel Le Granit. Donc c'est important, des fois dans la vie on rencontre de belles et de bonnes personnes. Merci. Donc c'est vrai que j'ai eu une longue carrière, j'ai eu aussi une belle carrière, oui. Il faut le dire. Souvent on se plaint quand on est à la retraite, parce que j'ai débuté d'abord à l'IEDOM, ensuite j'ai été débauché par la Sodema, et la Sodema a été rachetée par la BRED, donc j'ai fini ma carrière à la BRED. Voilà. Et tout ça, 42 ans? Oui, 42 ans. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes retraité de la banque, mais vous n'avez pas encore pris vraiment vos vacances, parce que là, vous faites de la formation à deux instituts, je crois. Oui, tout à fait. Je me plais à dire, les gens disent souvent qu'ils sont au ministère du temps libre. Moi, je dis je suis au ministère du temps choisi, c'est-à-dire je choisis un peu ce que j'ai envie de faire. Oui. Et puis, j'ai aussi une foi dans certaines choses, parce que je considère que la formation, c'est tout au long de sa vie. Et c'est pour ça que moi j'ai reçu, je me souviens quand j'ai fait mon diplôme d'études supérieures de banque en 1945, j'ai eu un professeur qui m'a encouragé à aller dans la formation. Donc j'ai commencé à former depuis 85, donc ça fait 36 ans. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est justement ça. Et le conseil que je peux surtout donner aux jeunes, c'est ne jamais arrêter de se former. Et c'est pour ça que j'ai accepté de continuer à intervenir dans la formation, aussi bien au CNAM, à l'université, et puis dans quelques centres privés. Alors, la formation, pour entrer dans le vif du sujet, la formation, pour moi, c'est fondamental. Ça fait partie de l'épanouissement de l'humain, de l'individu, parce qu'il faut pas oublier, quand on fait de la formation, quand on suit une formation, il y a deux approches. Il y a une approche comportementale et une approche technique. Oui. L'approche comportementale, elle est pour moi essentielle parce que le savoir-être, personne ne va vous le donner. Alors il y a ce qu'on appelle les 4 S, le savoir-être, le savoir, le savoir-faire et le faire savoir. Ce qui est important. Ce qui est important, exactement. Donc en fait, dans la formation, il y a tout ça. Il y a plusieurs types de formation. Il y a la formation diplômante, la formation qualifiante et la formation certifiante. Donc, alors, aujourd'hui, M. Bonvent, un jeune qui veut faire carrière en banque, ça commence comment? Quel diplôme qu'il faut avoir au préalable? Est-ce qu'il faut avoir le bac minimum? Est-ce qu'il faut avoir déjà une licence? C'est une excellente question parce qu'avant, quand on rentrait dans la banque, c'était plutôt parce que maman, papa, enfin bref, etc. Oui. Aujourd'hui, non. Le secteur a beaucoup évolué parce que le métier de la banque, c'est un métier technique, c'est un métier qui demande beaucoup d'exigences et beaucoup d'aller au niveau du savoir-être, beaucoup de technicité également. Donc les banques ont, depuis quelques années, depuis pratiquement une dizaine d'années, ont augmenté le niveau de recrutement puisque c'est au moins bac plus 2. C'est-à-dire avec le bac plus un BTS et même ça va un peu plus bac plus 3, la licence. Alors, ou des jeunes qu'elles prennent en alternance, donc on tâte un peu les jeunes, ou bien des jeunes qui arrivent déjà avec un certain bagage, qui peuvent suivre une formation délivrée par le centre de formation de la bourse bancaire. C'est ça. Donc ça c'est intéressant, parce que ces jeunes des fois, ils ont besoin d'évoluer. Donc pour évoluer, qui veulent aller vers un poste de manager ou encore des formations certifiantes ou même qualifiantes aussi sur ce qu'on appelle des chargés de clientèle du secteur patrimonial, des chargés de clientèle particuliers, des chargés de clientèle professionnels. Donc il faut savoir aussi que la banque aujourd'hui, lorsque vous avez, la banque fait ce qu'on appelle la relation privée professionnelle. Donc le jeune qui a débuté sa carrière en étant chargé de clientèle particulier, il peut suivre une formation en interne,
vers un diplôme certifiant qui lui permettra d'accéder un petit peu. Donc pour cela, il y a ce qu'on appelle le charge de clientèle professionnel, donc qu'il peut suivre, mais tout ça c'est en interne. Mais à la base, mais s'il a déjà une formation bien solide, comme même un master, un ou deux, il a une opportunité de pouvoir suivre les formations en interne. Alors, avant le métier de la banque, on se rappelle du banquier qui était tout le temps en train de compter les billets, qu'on faisait un versement, ce genre de choses. Aujourd'hui, pratiquement tout est informatisé. Ensuite, l'État demande maintenant aux gens de ne plus payer en espèces au-delà de 300 €. Donc tout se fait par virement, par carte bleue. On est en train de pousser les gens à consommer l'argent différemment. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une grande progression depuis quand vous avez commencé? Vous avez dû connaître tout ça au début. Et cette structure-là s'est mise en place non sans mal, ou c'était compliqué pour vous de passer à l'ère informatique? C'est une question extrêmement pertinente, M. Granier, parce qu'en fait, il faut savoir que les choses ont évolué. Les techniques ont évolué. Aujourd'hui, on est plus à l'intelligence artificielle. Vous voyez jusqu'où ça va. Mais c'est vrai, passer du manuel, parce qu'il y avait ce qu'on appelait à l'époque la compensation, c'est-à-dire des chargés de clientèle des banques qui allaient à l'institut d'émission, qui échangeaient les chèques, tout cela. Et après la compensation, les chèques étaient débités 8 ou 10 jours après, etc. Et en fait, le solde de compensation permettait aux banques d'avoir un peu leur niveau de trésorerie, pour savoir est-ce que j'ai la trésorerie pour pouvoir prêter. Parce que les banques, il faut savoir, ce sont des intermédiaires. Hein. Tu as, j'ai, etc. On utilise l'argent des autres pour pouvoir faire fonctionner. Et c'est avec les intérêts, c'est ça leur gain en fait. Exactement, exactement. Donc, les agios, les intérêts, tout ça, ça fait partie des métiers de la banque. Mais avec les évolutions technologiques, depuis même une vingtaine d'années, on est passé par rapport au progrès technique, on ne fait plus certaines opérations manuelles. Par exemple, quelque chose de très simple, une ouverture de compte avant, il fallait signer un carton, vérifier, lorsque le chèque se présentait, il fallait vérifier que la signature, c'était la bonne personne. Aujourd'hui, non. Lorsque le chèque est fait, il est scanné. Et le compte est crédité, il y a ce qu'on appelle des dates de valeur. Le compte est crédité immédiatement, 2 ou 3 jours. Et puis, en fonction du montant, il y a des délais de compensation. Savoir est-ce qu'il y a la provision existe au moment, parce que la provision doit exister au moment où on fait le chèque. C'est ça. Alors, contrairement à ce qu'on pense. Normalement. Ouais. Alors, il y a des gens qui acceptent de donner des chèques, etc. Donc, ça, c'est leur problème. Et si le commerçant verse le chèque, le client n'a absolument rien à dire, parce que la provision doit exister le jour où le chèque est fait. C'est ça qui est important. Donc, alors, pour prolonger, on est rentré au cours de ces dernières années, de ces 10 dernières années, dans la phase digitale. Donc, toutes les banques aujourd'hui, et avec la pandémie, on se rend compte de cette nécessité parce que les banques continuent de fonctionner, c'est sûr et certain, mais les banques ne reçoivent plus pour des raisons diverses, en fait, aussi sur rendez-vous. Mais grâce à cette digitalisation, le problème qui se pose, c'est par rapport à nos seniors, qui n'ont pas encore cette culture, qui n'ont pas cette culture et qui n'ont pas cherché non plus à l'avoir. Parce que lorsque vous êtes bloqué, vous savez que le cerveau, en fait, il est résistant au changement. Et c'est pas évident. Donc, en fait, il y a des banques qui arrivent à faire à la fois le distanciel et le présentiel et le digital. Donc, le digital aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, à partir de ce qu'on appelle des réseaux périphériques, ordinateurs, tablettes, tout ça, réseaux sociaux, on arrive à avancer dans le domaine. Et pour aller plus loin, les choses lors de ces 5 dernières années, il y a eu le paiement sans contact qui a été mis en place, avec un plafond à 50 €. Ça aussi, bien sûr, il y avait des craintes au début. Aujourd'hui, ces craintes sont levées parce qu'il y a la sécurité, etc. Oui. Les gens avaient peur que quelqu'un puisse éventuellement récupérer les données. Alors, vous parliez de compensation. Alors, quand quelqu'un versait son chèque, c'était J combien pour que l'argent soit éventuellement sur son compte à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est plus rapide. À l'époque, c'était J15. J+15. Ouais. C'était très long. Mais bon, depuis J+10, ça a évolué. Aujourd'hui, on a un système de télécompensation. Donc voilà, donc ça va très vite. Hein. C'est-à-dire les espèces, c'est J. Et les chèques, normalement, le compte est crédité le jour même. Si vous êtes dans la même banque, ça va encore plus vite. Mais pour des délais légaux, parce que je ne vais pas donner le montant, parce que ça varie d'une banque à l'autre, il y a des chèques qui ne sont pas
créditer immédiatement parce qu'il faut vérifier, il y a ce qu'on appelle le contrôle en amont, s'assurer que la personne qui a émis le chèque a la provision nécessaire. Donc on attend un délai, ça varie de certaines banques, je ne vais pas citer, hein, ça va entre 7, 10 jours, voire 15 jours. Pour les gros montants, je dis bien pour les gros montants. Hein. Alors, justement, avec la digitalisation, aujourd'hui apparaît une nouvelle forme de banque, c'est-à-dire les banques en ligne. On vous ouvre un compte, vous habitez la Martinique, sans vous déplacer, vous pouvez ouvrir un compte à Paris, il y a etc. maintenant de banques en ligne. Les gens ont leur carte bleue, ça ne leur coûte rien, en fait, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire à nos amis téléspectateurs que ce système-là est fiable, ou il faudrait encore peut-être attendre un petit peu que ce soit plus rodé? Non, il faut savoir que certaines banques en ligne sont des filiales de banques. Hein. Oui. Donc, alors, ce qu'on appelle les banques low cost. L'avantage de la banque low cost, c'est que vous faites tout en ligne, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, etc. Sauf que le jour que vous avez un problème, puisqu'on va vous redonner un chéquier, une carte, etc., le jour que vous avez un problème, c'est la croix et la bannière. Si vous avez un compte joint, par exemple, et puis il y a l'un des deux qui ne paie pas, les deux sont interdits bancaires. Et demander à la banque en ligne, non, c'est pas, non. C'est-à-dire vous subissez les mêmes contraintes que si vous êtes sur place. Si vous êtes sur place, vous pouvez voir votre chargé d'affaires. C'est ça. Bon, les banques en ligne ont des avantages indéniables, notamment en matière de conditions tarifaires, mais ce n'est pas non plus la solution. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les comptes nickel, que les gens aiment bien ouvrir, tout ça. Les comptes nickel, c'est une filiale d'une banque, de la place, tout ça. Donc, il faut voir vraiment, mesurer le pour et le contre, parce que souvent, on dit bénéfice par arrivée proche, mais c'est après la vente macro qu'on compte les dépenses. Oui. Donc, c'est vraiment tout ça. Donc, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, hein, parce que mes enfants ont eu à passer par des banques en ligne, tout ça. Mais bon, je ne suis pas un défenseur particulier des banques en ligne. Et aujourd'hui, les banques traditionnelles ont compris. C'est pour ça que de plus en plus, vous pouvez faire ce qu'on appelle... Vous avez des canaux différents. Vous pouvez ouvrir votre compte directement sans avoir à vous déplacer. Je crois que toutes les banques ont compris cette démarche pour aller vite. Parce que les gens ont besoin d'aller vite. Surtout les jeunes. Ils ont besoin d'aller vite. C'est ça. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez visionner votre compte ou vos comptes. Vous pouvez faire des virements entre comptes, des virements pour vos enfants, pour un fournisseur, sans vous déplacer de votre bureau. Absolument. Et ça, c'est un gain de temps extraordinaire. Absolument, absolument. Ouais. À partir de la tablette, à partir du smartphone, on peut faire ce qu'on veut. Portable, en fait. Absolument, absolument. Aujourd'hui, le matin, vous vous levez, vous avez un virement à faire, et c'est fait immédiatement. Alors, ce qui est intéressant dans cette évolution technologique, c'est la sécurité. Oui. C'est-à-dire parce que là, il faut faire quand même attention. Vous allez recevoir un message qui va vous dire est-ce que c'est bien vous qui avez fait l'opération, vous allez valider, vous aurez un code, etc. Donc je crois que c'est vraiment, ça va très très vite. Et c'est pour ça, pour revenir à notre thématique principale, c'est pour ça qu'il est important de former nos jeunes. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut les former à la digitalisation et à la formation digitale e-learning. Et puis la formation blending, earning qui existe aussi, c'est le mix. Hein. Le blending, c'est le mix. C'est le digital et puis le présentiel. Donc pour les banques d'une manière générale, c'est bien de former. Tous les chargés aujourd'hui sont formés à ces techniques, à cette nouvelle technique, à cette nouvelle technologie, ce qui leur permet de mieux conseiller les clients aussi. Parce que lorsque vous avez un client qui est réticent à utiliser son smartphone pour faire des opérations, si vous le rassurez, vous lui expliquez un peu les choses, comment ça se passe, avec le code qu'il a, l'identifiant, etc. Et c'est pour ça que c'est vrai que je ne sais pas quelle idée vous avez eue d'aborder cette thématique. La formation, elle est indispensable et c'est des montées en compétences, que ce soit en interne et externe, parce que vous pouvez fort bien suivre votre formation. Si en interne, vous n'avez pas la formation que vous voulez, grâce au CPF, le compte personnel de formation, qui a remplacé le DIF, le droit individuel à la formation, vous pouvez aussi, vous avez une formation qui vous intéresse à l'extérieur, dès lors que vous avez le nombre parce que maintenant c'est valorisé en euros, parce que c'est 24 heures par an, vous avez 500 € qui sont là, qui sont cumulés, que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Sauf que vous êtes obligé quand même de voir avec votre employeur la nécessité de suivre la formation. Lui, il sera bien content de vous voir former. Ce qui est valable en banque est valable dans n'importe quel autre secteur, l'assurance, tout ce qui va avec. D'accord. Aujourd'hui, le taux d'intérêt moyen, c'est à peu près quoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme taux intéressant, j'avais envie de dire? Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont bas.
Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la Banque centrale européenne qui fixe ce qu'on appelle les taux directeurs. Oui. Les taux d'intérêt sont même négatifs. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire justement? Alors, le taux, c'est lorsque vous avez de l'argent que vous placez, mais finalement, ça va rien vous rapporter. Donc, si vous voyez, il y a ce qu'on appelle le mécanisme des taux, c'est technique. La Banque centrale va fixer ce qu'on appelle un taux directeur. Aujourd'hui, il est à 0%. D'accord. Lorsque les banques vont prêter, ou elles achètent de la ressource au niveau de la Banque centrale européenne, qui va leur dire OK, et la banque va faire, donc la banque va acheter à 0, elle va vendre à 1 ou 1,5 parce qu'il faut qu'elle fasse sa marge. C'est cette technique-là. Alors les gens ne comprennent pas pourquoi telle ou telle banque prête à des taux plus intéressants que d'autres. Alors, où les banques qui prêtent à des taux très bas sont des banques qui ont des ressources extrêmement importantes. Les ressources qui proviennent de la rémunération des comptes qu'ils ont, il y a ce qu'on appelle l'effet volume, hein, plus vous avez des clients chez vous, mieux ça vaut, etc. Et puis vous avez une masse monétaire qui est importante, la collecte qui est importante, vous avez des ressources propres qui sont très fortes. Donc vous allez pouvoir prêter et casser les prix de la concurrence. Alors là aussi, les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont rémunérés, ils ont un compte sur livret, le livret A avec un plafond à 22 000 €, ils sont rémunérés à 0,50%. Et si on appliquait le calcul mathématique du taux du livret A, ce ne serait pas 0,50, hein, ce serait du 0,10, etc. Donc pour des raisons psychologiques, le gouvernement a accepté ce qu'on appelle les taux réglementés. Le gouvernement a accepté de faire en sorte que ce taux soit un petit peu plus intéressant parce qu'il était à 1,50, 1,25, 0,75, maintenant il est à 0,50 et il sera encore revu au mois de juillet. Ça dépend du taux de l'inflation et du calcul des taux. C'est un calcul mathématique, hein. C'est une moyenne arithmétique de l'ensemble des taux pratiqués au cours du dernier trimestre. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça peut emporter. Alors, c'est bien que vous parliez du livret A parce qu'avec le confinement, depuis 1 an, il semblerait qu'il y ait une masse d'argent qui a été mise en banque, enfin sur les livrets un peu partout. Les ménages n'ont pas consommé, ils ne pouvaient pas consommer, ils ne pouvaient pas voyager, ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit. Donc, il y a de l'argent là et le gouvernement cherche le moyen de faire dépenser pour faire fonctionner l'argent, quoi, en fait. Oui. Mais bon, je crois que là aussi, c'est pareil parce que cette pandémie, ça peut être aussi une opportunité. C'est-à-dire, moi, je me plais à dire que face à un danger, il ne faut pas voir le danger, mais voir comment on réagit. Est-ce qu'on reste dedans? Et cet avantage, c'est parce qu'on ne consomme pas, on ne dépense pas. Les gens arrivent quand même à économiser parce que c'est ou l'épargne de précaution ou parce qu'on a un projet. Et effectivement, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les ressources collectées sur le livret A permettent de financer les logements sociaux. Oui. C'est ça qui est important. Donc, les organismes HLM achètent à bon marché, donc du coup, peuvent faire des loyers, ce qu'on appelle les loyers modérés. Donc, effectivement, alors, il y a un autre phénomène qui rentre en jeu, c'est la croissance d'un pays. La croissance d'un pays, c'est basé sur la consommation et puis l'investissement. Donc, du coup, lorsque vous avez tous ces éléments, tous ces paramètres, on rentre dans ce qu'on appelle en économie un cercle vertueux de l'économie. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans un cercle vertueux, on est dans un cercle vicieux. Oui, parce que les fameux 3% de l'Europe, là, on a écarté ça avec la pandémie. Et aujourd'hui, on n'a pas de planche à billets comme avant. C'est la Banque européenne qui peut émettre ces billets. Mais il y a beaucoup d'argent qui aurait été dépensé pour soutenir les activités. Le chômage partiel et ceci, cela. Donc, demain, on verra. Demain, on verra comment rembourser tout ça. Mais je pense qu'il fallait le faire. Sinon, combien de ménages, combien de personnes qui seraient en détresse supplémentaire? Alors, on est déjà arrivé au terme de l'émission, mais est-ce qu'on peut dire 2 mots sur l'assurance? Lorsqu'on va en banque, on peut prendre des assurances maintenant en banque, c'est peut-être un profit supplémentaire pour les banques, mais ça peut vous garantir lorsque vous voyagez, lorsque vous faites un prêt, si vous ne pouvez pas rembourser, certaines assurances peuvent vous rembourser pendant un certain nombre de temps. Mais attention, il y a la petite ligne écrit de manière presque illisible. Il faut faire attention à tout ça, peut-être. Oui, tout à fait. Alors, le réflexe, parce qu'en fait, souvent, on n'aime pas lire. On n'aime pas lire parce que d'abord, c'est écrit petit. Et puis, on fait confiance, en fait. On fait confiance. Alors, faire confiance, bon, attention à cela, parce que je crois que la confiance se mérite. La confiance ne se décrète pas, mais c'est surtout... Vous avez bien raison. Attention à ce que vous signez.
Parce que vous savez que les banques aujourd'hui, déjà, ne serait-ce que pour faire un placement, en assurance vie, en assurance d'une manière générale, auront un entretien avec vous, savoir quel est votre profil de risque. Oui. Ça, c'est important pour savoir un peu quel est le niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais pour aller plus au fond des choses, c'est que lorsque l'assurance est nécessaire, et même des fois obligatoire. C'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est pas Joua ou moi j'étais à Boudonga aussi. Donc c'est vraiment important de pouvoir voir un peu les choses, regarder les lignes, qu'est-ce qui est prévu dans mon contrat d'assurance, parce que souvent vous avez des gens, l'exemple type c'est la construction, vous dites que vous avez une construction d'une valeur de temps, mais pour ne pas payer une cotisation très élevée, vous acceptez le plus bas. C'est pareil aussi pour le mobilier que vous avez à l'intérieur. Vous avez 10 000 ou 15 000 euros, mais vous dites que vous avez 6 000 ou 7 000. Et lorsque vous avez le problème, c'est là que vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Bénéfice, une fois, je le répète, pas que les poches. Donc, il faut justement être vigilant sur, qu'est-ce que vous signez, quelle est la couverture et comment ça se passe lorsque vous avez un problème. Alors, est-ce que lorsqu'on paye avec sa carte bleue, on est couvert pour certaines assurances, telles que le voyage, des choses de ce genre? Absolument. C'est l'avantage, quel que soit, un Visa, Master, etc. Vous avez une assurance qui est liée dans le paiement. Et est-ce qu'il y a un délai de rétractation lorsque vous prenez une assurance en banque? Il y a toujours un délai de rétractation. Avec la loi Lagarde, il y a toujours un délai de rétractation, quel que soit ce que vous faites, dans l'immobilier, dans l'assurance, dans le prêt que vous faites, un prêt immobilier, vous avez un délai de 10 jours, ce qu'on appelle délai de réflexion. En consommation, vous allez de 14 jours. En fait, tout ça, ce sont des éléments souvent, mais les gens sont pressés. Ils sont pressés, ils ne prennent pas le temps de lire, et sauf qu'il y a le problème, et ils disent « Ah, mon conseiller ne m'avait pas dit ça ». C'est vrai que le conseiller doit le dire. Hein. Là encore, j'insiste sur la thématique principale, la formation, l'obligation des formations, parce que le banquier, il a un devoir de conseil, un devoir d'accompagnement du client. Et puis en plus, les banques sont banquiers et assureurs. Même si c'est une autre filiale qui fait la partie assurance, après simplement, c'est simplement des commissions qui sont reversées à la filiale de la banque. Hein. Donc, et aujourd'hui, en plus, vous êtes des agents du gouvernement, parce que s'il y a des grosses sommes qui passent sur votre compte, vous demandez aux gens d'où sort cet argent, vous voulez des attestations, des choses de ce genre. Ça, c'est par rapport au blanchiment, je suppose. Exactement, ce qu'on appelle la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme. Ça aussi, et les gens, ils ne comprennent pas. Alors, l'argent, mais c'était à moi, je ne peux pas faire ça. Exactement. M'enverser pour tu quoi, dis-moi ça, etc. Donc, c'est ça. C'est l'obligation d'information et puis en toute transparence. Parce qu'il n'y a pas que les banques qui sont concernées, c'est tous ceux qui. Les notaires, exactement, les huissiers de justice, partout. Alors, on revient pendant quelques instants sur la formation. Est-ce qu'il y a des adresses que vous pouvez nous donner à la Martinique où on peut se former et où vous donnez des cours principalement? Disons, d'abord, il y a l'université. Je pense que les jeunes peuvent faire en fonction de ce qu'ils souhaitent, parce que les projets de vie se construisent dès la troisième, mais c'est pas évident. Bon, lorsque les jeunes arrivent à l'université, moi j'ai cette chance d'avoir des jeunes en première année de licence mathématiques avec option, qui font une option, qui est le monde de l'entreprise. Pareil pour la licence communication. Donc l'université, c'est une bonne porte d'entrée parce qu'elle permet de faire plusieurs modules en fonction de ce qu'on veut, mais c'est surtout une volonté. Si ces jeunes veulent aller vers l'assurance, par exemple, l'assurance, c'est avoir une bonne base juridique. Si vous allez vers, vous souhaitez faire une licence banque-assurance, il faut vraiment peut-être savoir qu'il y a une dose de droit, et on n'aime pas trop apprendre. On en parlait tout à l'heure avec Thierry. C'est extrêmement important de savoir qu'est-ce que je veux faire demain. Qu'est-ce que je veux faire? Et après, donc ça, c'est cette partie de formation diplômante. Et après, j'ai obtenu mon diplôme parce qu'on peut mieux se vendre avec un bac plus 2, même avec un bac plus 2 ou un bac plus 3. Donc là aussi, pareil, le CNAM fait, le Conservatoire national des arts et métiers, qui fait aussi des formations qui sont certifiantes, avec un diplôme délivré par le répertoire national de la certification professionnelle. Donc vous voyez, donc il y a ça comme porte d'entrée. Et après, lorsqu'on est déjà en banque, par exemple, on peut demander à suivre une formation interne. Ça, c'est fait par le centre de formation de la profession bancaire. On commence à quel montant de salaire lorsqu'on entre en banque, à peu près? C'est entre 1500, 1500 et 1800. Oui, un peu plus que le SMIC. Et lorsqu'on a fait 40 ans, lorsqu'on a fait une carrière, on sort de là à combien à peu près? 3000 à peu près.
C'est pas très... voilà, oui, au Et est-ce que les employés de banque ont quand même des facilités d'obtention de prêts pour construire leur maison, des choses je vais vous surprendre, oui. Il y a des conditions sur le papier, mais en réalité, c'est pas toujours... voilà, l'employeur n'est pas toujours aussi généreux avec ses propres employés que ses propres clients. Mon Dieu, je vais me faire taper sur le doigt. Mais c'est aussi une réalité. Souvent, les gens préfèrent aller voir la concurrence. Mais bon, il y a quand même des conditions intéressantes qui sont faites. Très bien. Je ne vais pas vous demander quelle est la meilleure banque de la Martinique. Vous avez un droit de réserve pour votre ancien établissement. Monsieur Alex Bonvent, merci beaucoup de nous avoir consacré cet instant. Oui. Ça permettra aux jeunes Martiniquaises, jeunes Martiniquais de pouvoir s'orienter peut-être vers les métiers de la banque ou de l'assurance. Tout à fait. En tout cas, c'est moi qui vous remercie parce que je me plais à dire que l'ignorance coûte plus cher qu'être formé. C'est tellement vrai. Lorsqu'on est ignorant, eh bien, on dit n'importe quoi. Et c'est important de faire ce travail de communication. Ça, on le voit sur les réseaux sociaux. Tout le monde est tout sur les réseaux sociaux. Absolument. Voilà. Merci, monsieur Bonvent. C'est moi. Bonne journée. Merci Bonne à vous journée de aux même. téléspectateurs. Merci beaucoup. Téléspectatrices, on oublie souvent les dames. C'est vrai. Bonne journée. Et c'est une dame aujourd'hui qui a fait la réalisation. Merci à Manuela. Et puis merci à vous de nous avoir suivis chez vous. À très bientôt sur Zouk TV.